c'est nouveau. Je pense que les gens ont une lecture beaucoup trop intentionnelle de l'histoire, où il n'y a jamais d'accident, il n'y a jamais d'imprévu. L'histoire est pleine d'imprévus et de choses que les gens ne manipulent pas. Ça c'est justement, je pense que les gens, dans ce qu'on appelle la sphère complotiste, ont beaucoup trop tendance à croire qu'il y a des gens qui tirent les ficelles derrière tous les événements. Et moi, je pense l'exact opposé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses imprévues et je pense que la classe dominante, en fait, ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. J'écoutais, juste avant votre interview, quelqu'un qui citait Robert Gates, qui avait été directeur de la CIA à l'époque de Bush et aussi, je crois, d'Obama, je ne sais pas. Enfin, c'est un type assez important et qui disait à propos de la guerre en Ukraine, ben voilà, on aurait dû étudier l'histoire russe, on aurait dû se rendre compte que la Russie n'allait pas être vaincue, etc., etc. Et le commentateur dit, bon, pour commencer, ils auraient pu étudier la base industrielle de la Russie. Il dit, mais tu es directeur de la CIA, donc c'est le genre de truc que la CIA, en principe, devrait savoir. Et en fait, je suis convaincu qu'ils n'ont pas prévu le désastre dans lequel ils se sont embarqués, et qu'il y a un désastre pour les Ukrainiens, mais ce sera un désastre aussi pour les Occidentaux, pour les pays qui ont... Quand ils ont envahi l'Afghanistan, ils n'ont jamais pensé qu'ils seraient chassés 20 ans plus tard. Quand Hitler a envahi l'Union soviétique, il n'a pas pensé qu'il perdrait tout et qu'il finirait par mourir. Quand les Israéliens ont envahi la bande de Gaza, ont voulu, après le 7 octobre, détruire le Hamas, ils ne se sont pas rendus compte qu'un an après, ils seraient encore bloqués là, même dans le nord de la bande de Gaza. Quand ils ont attaqué le Liban, ils ont cru qu'ils referaient ce qu'ils avaient fait en 82, où ils étaient arrivés à Beyrouth en une semaine ou en quelques semaines. Maintenant, ils sont bloqués dans le sud du Liban. Et ainsi de suite. Et quand ils ont attaqué l'Iran, ils ne pensent pas que l'Iran pourrait riposter, mais je crois que l'Iran peut riposter et leur faire beaucoup de mal. L'histoire est pleine c'est vraiment... moi, j'ai une vue, je n'ai pas une vue marxiste des choses de ce point de vue-là, j'ai une vue shakespearienne, si on veut, qui est que voilà, l'homme est un acteur qui... Enfin, que d'une certaine façon, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, ils ne se rendent pas compte des conséquences de ce qu'ils font, ils ne comprennent pas la réalité de la situation. Ce qui est différent des sciences exactes, appliquées ou pas, parce que même, je ne veux pas mépriser, moi je suis un scientifique dit pur, mais dans un scientifique, je ne méprise pas des sciences appliquées, parce que dans les sciences appliquées, on peut aussi vérifier ce qu'on fait. Il n'y a rien à faire, les avions volent, les voitures roulent, la plupart du temps, les centrales atomiques fonctionnent la plupart du temps, il n'y a pas d'accident, il y en a très peu, vous avez des millions, en fait, toute notre vie. Comment est-ce qu'on fait pour communiquer? Il y a 10 ans, on n'aurait pas pu communiquer comme ça, ou 15 ans. Et donc, c'est parce que les gens qui mettent en place ces systèmes de communication savent ce qu'ils font, et ils savent ce qu'ils font parce qu'ils maîtrisent les lois de la nature. Bien sûr, il y a des gens qui gagnent de l'argent, ça c'est vrai, mais il y avait des gens qui gagnent de l'argent au Moyen-Âge. Hein. Oui, et puis bon, gagner de l'argent en soi, c'est pas mal. Si ça permet de développer la technologie. En parlant de technologie, on avait évoqué tout à l'heure l'IA et la physique quantique. Est-ce que... Tiens, je voulais dire un truc, s'il te plaît, juste avant que tu continues, si tu veux bien. En fait, pour compléter ce que vient de dire Monsieur Bricmont sur ce qu'on appelle communément le complot, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que nos élites... On m'entend bien ou pas? Oui, super, mais je n'aime pas ce mot. Je n'aime pas utiliser ce mot, mais c'est vrai que les gens ont tendance à penser qu'il y a une classe dominante, et souvent les gens qui sont éloignés du pouvoir, moi je suis éloigné du pouvoir, mais je connais quand même le milieu scientifique, à imaginer que des gens tirent les ficelles. Un jour, le marxisme a dit la classe dominante, c'est tout, contrôle tout, est parfaitement cynique. Ça, je ne suis pas d'accord. Bien sûr. En fait, ce que je voulais dire, M. Bricmont, c'est qu'en fait, nos élites vont utiliser, elles, le terme complot, un petit peu comme un fourre-tout, pour disqualifier le débat, alors que du point de vue du peuple, ceux qu'on appelle les théoriciens du complot, ils vont voir un thème sur lequel on leur a menti, comme par exemple la théorie de la Terre plate, et en fait, on va dire sur quoi d'autre on nous a menti, et le raccourci que vont faire les gens du peuple, c'est de dire mais peut-être qu'on nous a menti sur tout. Ce qui, effectivement, comme vous le dites, n'est absolument pas le cas. Voilà ce que je voulais dire pour compléter votre propos. La Terre plate. Je pense que les gens qui croient à la Terre plate... Oui, c'est un exemple. Non, imagine des choses qui... Non, mais attendez. Ceux qui peuvent... Par exemple, le truc typique que les gens peuvent dire, c'est qu'on nous a menti sur les armes de destruction massive en Irak, par exemple. Par conséquent, ils mettent en question tout ce que la classe dirigeante dit, ce que les médias disent. Moi, il
était un des principaux propagateurs du livre de Chomsky et Herman et Chomsky, sur les médias mensonges, enfin ça c'est le terme de Michel Colomb, mais sur la fabrication du consentement. Et je trouve ce livre est excellent, mais si on le lit, il est très très rationnel. Il n'invente pas, il explique d'ailleurs ce qu'il appelle les filtres, comment fonctionne la fabrication de l'opinion, qui a à voir avec la publicité, qui a à voir avec les liens avec les gouvernements, des journalistes avec les gouvernements, il y a toutes sortes de choses qu'on peut démontrer, mais ce n'est pas pour ça que les gens qui déversent la propagande ont une compréhension réelle, profonde du monde. Et d'ailleurs, comme je viens de donner plein d'exemples historiques, au Vietnam, quand ils sont engagés au Vietnam, ils n'ont pas pensé qu'ils seraient humiliés, qu'ils devraient fuir en hélicoptère à partir de l'ambassade américaine en 1975 à Saigon. Et c'est ainsi pour des quantités d'actions de la classe dominante, hein, et qui ne servent même pas des intérêts à court terme, parce qu'il y a toujours des coûts, hein, il y a des gains, il y a des coûts. Et si on tient compte des coûts, c'est discutable. Moi, ce qui me frappe plutôt que de voir comme le font les complotistes, enfin, ce qu'on appelle les complotistes, je vais mettre des guillemets, on ne m'appelle pas des guillemets en parlant, on va dire que j'ai des guillemets quand j'utilise le mot, mais donc les complotistes, ils ont tendance à justement avoir une hyper-rationalité dans la classe dominante qui nous manipule à façon de servir ses intérêts. Et moi, je pense que exactement le contraire, c'est ce que j'ai dit dans l'interview, je vous ai envoyé ça ce début d'après-midi, mais vous la regarderez plus tard, mais c'est justement qu'il y a énormément d'irrationnel dans la classe dominante et que la classe dominante ne calcule pas réellement même ses intérêts. Bien sûr, elle ment, elle raconte de la propagande, ça on est d'accord, mais ça il y a eu dans toutes les guerres. Mais ici, il n'y a même pas de rationalité de leur point de vue. C'est ça ce qui est tragique, d'une certaine façon. Alors, moi, je vais rester sur le sujet. Moi, je me permets un désaccord parce que eux-mêmes, ceux qui nous dirigent, ne se cachent pas d'avoir un plan, ne se cachent pas, d'ailleurs, et en parlent ouvertement, parlent de nouvel ordre mondial, parlent d'intention. On a quand même, on voit à travers. Alors, je suis d'accord, tout ne peut pas être calculé, il y a des imprévus, mais ça n'empêche pas de véritables complots, parce que ces gens ont toujours comploté. On voit quand même, lorsqu'on regarde la masse d'actualité qu'il y a dans l'histoire, en tout cas, de ce siècle, qu'il y a des structures, des schémas qui se dégagent, des orientations, et bizarrement, ces gens les évoquent. Par exemple, le nouvel ordre mondial, c'est quand même un complot quelque part qu'on essaie d'imposer aux gens, une uniformisation du monde contrôlée par certains qui essaient de faire une transition et de nous imposer un tout technologique pour nous contrôler. Je sais pas. L'expression nouvel ordre mondial a été utilisée, je crois, la première fois par George Bush à propos du premier Bush, à propos de la guerre en Irak et de l'écrasement de l'Irak. Et pour eux, c'est un ordre mondial dominé par les États-Unis. Moi, je veux bien qu'ils aient ces plans. Mais où est-ce qu'ils en sont avec l'Ukraine, par exemple? Où ils en sont au Moyen-Orient? Où est-ce qu'ils en sont avec la Chine? Ça ne marche pas, leur truc. Ce n'est pas vrai qu'ils imposent une uniformité à la Chine, par exemple, ou à l'Iran. Je veux dire, il y a cette illusion d'uniformité en Occident, mais moi, je suis pas convaincu du tout que ça marche. Et je ne suis pas du tout convaincu qu'il y a vraiment une intention de s'attaquer à la façon dont les gens vivent, etc. Ça, je ne crois pas du tout. Moi, je pense qu'il y a évidemment une recherche des profits, ça c'est vrai. Ça a toujours été comme ça dans le système capitaliste. Et alors, cette recherche des profits, elle n'est pas cachée, ça c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a une volonté d'hégémonie américaine sur le monde, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'ils le disent. D'abord, ils le disent, donc ce n'est pas caché du tout. Parce que l'idée d'un complot, c'est quelque chose qui est caché, qui est fait en secret par un groupe de gens. Or, ici, c'est totalement explicite. Quand Biden est venu aux affaires, il a dit l'Amérique va guider à nouveau le monde. Je veux dire, il faut être. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai une analyse. Là, j'ai dit que je n'étais pas marxiste parce que je pense qu'il ne contrôle pas tout, mais là, je reviens à une analyse plus marxiste, c'est-à-dire basée sur l'idée que la classe dominante, effectivement, est liée aux détenteurs de capitaux et alors est aussi dans les relations entre États à la domination des pays impérialistes les plus puissants sur les autres. Mais moi, je ne suis pas du tout affolé par l'idée qu'on va m'imposer un style de vie ou des trucs comme ça. Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression du tout que
le Covid a été inventé pour nous forcer à ceci ou à cela, à porter des masques. De toute façon, on ne porte plus de masques. Et alors le vaccin, ben, je pense que le vaccin fait du bien. Hein. Je pense que si on regarde les morts, moi j'ai deux amis qui sont, enfin un ami proche et un lointain qui sont morts pendant le Covid. Je ne pense pas que c'était bidon. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, il y a peut-être des inconvénients du vaccin, on est d'accord, il y a peut-être des erreurs, la science fait des erreurs, ça on est d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'elle fait des erreurs qu'elle les fait délibérément et qu'elle les fait délibérément au service de Big Pharma, ça c'est pas vrai. Elle fait des erreurs parce que vous faites des erreurs aussi. Dans la vie de tous les jours, tout le monde fait des erreurs. C'est attribué, je pense qu'il y a une erreur de mentalité chez les complotistes qui est vraiment d'attribuer beaucoup, beaucoup plus de pouvoir et beaucoup, beaucoup plus de rationalité aux gens qui, entre guillemets, tirent les ficelles. Moi, je ne pense pas qu'il y a vraiment il n'y a pas de gens qui vraiment tirent les ficelles de façon cachée. Ça, non. Évidemment. Et je me dis, il disait Chomsky, Herman Chomsky, c'est vrai qu'il montre le modèle de propagande, mais le modèle de propagande, il n'a rien de caché. Je veux dire que le fait que les journaux dépendent de leur publicité pour vivre, ce n'est pas caché. Le fait que les journalistes aient des liens avec les gens du pouvoir, ce n'est pas caché. Tous les grands journalistes des médias américains sont cul et chemise avec les dirigeants à Washington. Il y a d'autres exemples. Il y a aussi évidemment, par exemple, ça c'est un truc particulier, c'est les pressions de l'ambassade israélienne. Si vous écrivez quelque chose contre Israël, vous aurez des lobbies sur le dos. Il donne tous ces exemples. Il y a 5 filtres, j'ai oublié quelle était la liste, mais je veux dire, ce ne sont pas des choses cachées du tout. Mais ça fait partie des rapports de pouvoir. Il y a des rapports de pouvoir dans la société. Si vous allez vendre votre force de travail à un capitaliste, ben c'est lui qui a le pouvoir et pas vous. Ça, c'est vrai. Ça, c'était vrai avant la technologie, c'était vrai même d'une certaine façon au Moyen-Âge, sauf que c'était des seigneurs féodaux plutôt que des capitalistes. Mais je veux dire, moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que ça change totalement la vision du monde qu'on a. Plutôt que d'aller chercher des forces cachées qui agissent dans l'ombre, qui veulent nous imposer un agenda, etc., on revient à une analyse, à mon avis, beaucoup plus réaliste du fait qu'on est dans un monde où effectivement il y a des rapports de force. Ça, c'est vrai. Il y a de la propagande, il faut dénoncer la propagande, mais ce n'est pas, il y a pas de, c'est pas caché, et surtout, c'est pas caché et manipulé par des gens qui savent tout. C'est ça mon problème. On est manipulé. La marxiste qui m'a dit la classe dirigeante c'est tout contre tout et parfaitement cynique, je lui ai dit non, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est-à-dire, et maintenant, par exemple, on pourrait, j'espère que non, mais on pourrait être entraîné dans une guerre nucléaire avec la Russie ou avec l'Iran, parce que si l'Iran riposte contre Israël, alors les Américains vont essayer de détruire l'Iran et on ne sait pas où ça va mener. Mais ça n'a pas été voulu à aucun moment. Hein. Je veux dire, au début, quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, quand ils ont refusé les accords de Minsk, ils ont fait le coup d'État de Maïdan, ils ont absolument tout fait pour provoquer la Russie, ils ont très simple. Et quand la Russie est intervenue, ils ont dit aux Ukrainiens, non, ne faites pas d'accord, on va vous aider, etc. Mais ils croyaient simplement qu'ils allaient gagner, comme Hitler croyait qu'il allait gagner quand il avait l'Union soviétique. Évidemment, il a perdu, et ils sont en train de perdre. Mais donc, ça montre bien qu'ils ne manipulent pas tout, ils ne contrôlent pas tout, parce que ça, c'est plus important pour eux que de savoir si on porte des masques ou pas. Hein. Je rappelle au chat qu'on est en mode conversationnel et que c'est bien d'écouter une autre parole, c'est bien d'écouter ça avec... voilà, imprégnez-vous, on peut être d'accord ou pas, mais c'est pas le propos aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est la parole de Monsieur Bricmont. Monsieur Bricmont, je reviens à l'IA. Il y a quelque chose qu'on appelle l'IA. Je vais la faire simple. Il y a quelque chose qu'on appelle l'IA qui arrive dans nos vies, dans nos sociétés, qui commence à empiéter dans la création et autres. Cette IA couplée au quantique, est-ce que vous n'avez pas peur que ça nous transforme, ça transforme nos vies, qu'on n'ait pas quelque chose qui prenne conscience de lui-même et qui nous dirige dans des smart cities, ou c'est peut-être un cauchemar de science-fiction, ce que je dis. Mais moi, je suis pas. Le problème, c'est qu'à chaque progrès scientifique, il y a toujours eu cette réaction. Quand on a introduit les machines à vapeur, quand on a introduit l'industrialisation au 19e siècle, bon, il y a des gens, il y avait des révoltes de gens qui ont détruit les manufactures, qui ont voulu détruire les filatures, etc., parce que ça leur fait leur emploi. Et c'est tout à fait compréhensible, mais de nouveau, moi je sépare la question scientifique et la question du progrès. La question du progrès scientifique et la question sociale. Je suis d'accord que la question sociale est tragique, mais n'empêche, je ne sais pas comment on ferait pour se vêtir, et vous aussi, évidemment, pas seulement moi, et pas
pas que les riches dans les pays riches, hein, c'est dans le monde entier, si on n'avait pas automatisé la production de vêtements, par exemple. Et donc, c'est quelque chose, avec l'intelligence artificielle, bon, d'abord, je ne sais pas en quoi c'est couplé à la quantique. Ça, je ne connais pas l'intelligence artificielle. Bon, évidemment, tout est quantique d'une certaine façon parce que le monde est réglé par la mécanique quantique, mais je ne vois pas ce qui est spécifiquement quantique dans l'intelligence artificielle. Ça, je suis Non, peut-être. j'évoquais pour préciser, je disais que si l'intelligence artificielle avec ses capacités d'apprentissage avait la puissance de calcul de ce qu'on appelle le processeur quantique sur lequel les gens travaillent depuis longtemps, est-ce que ça ne donnerait pas quelque chose qui serait conscient? Écoutez, savoir ce qui est conscient ou pas, moi, je ne sais pas comment je peux tester ça. Je ne sais pas comment je vais tester que vous êtes conscient ou comment vous allez faire pour tester que moi, je suis conscient. La conscience, c'est un truc assez mystérieux. Mais ce n'est pas parce que, mettons qu'il y ait des robots conscients, ce n'est pas encore pour ça qu'ils vous échappent. Hein. S'ils ont besoin d'électricité pour fonctionner, vous pouvez débrancher la prise. Hein, et alors, ils ne fonctionnent plus. Je veux dire, il y a un moment donné où moi, j'ai pas, en tout cas, c'est une chose dont je n'ai pas peur, c'est des robots qui feraient du travail tout à fait manuel et tout à fait rébarbatif à ma place, qui laveraient les assiettes ou que sais-je. Après tout, on a des lave-vaisselle. Quand on a la vaisselle, c'était tellement mieux quand on avait les assiettes à la main. Je veux dire, moi, franchement, je n'ai absolument aucune peur. J'ai peur, comme je dis, d'une guerre nucléaire, de la folie de ce qui se passe au Proche-Orient. Ça, c'est vrai. Ça me préoccupe réellement. Mais les avancées scientifiques, penser que les avancées scientifiques, c'est nouveau cette idée qu'il y a cette classe dominante qui veut tout contrôler, qui veut nous contrôler, ils s'en foutent complètement. En fait, ils ne veulent pas nous contrôler, ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire et ils veulent que la population soit passive, attachée au feuilleton, à la télévision ou au match de foot et aussi qui se préoccupe de faux problèmes comme le problème de l'intelligence artificielle qui va nous dominer. Il ne faudrait pas qu'on fasse une analyse de classe, une analyse marxiste ou pseudo-marxiste ou plus ou vaguement marxiste de la situation de la société. Et ça, ils ne veulent pas. Et ça, c'est ce que, évidemment, beaucoup de gens ne font pas en ne regardant pas les rapports réels de force qui existent dans la société et les dangers réels. Moi, je n'ai pas. D'abord, comme je dis, l'intelligence. Le problème de l'ordinateur quantique, d'abord, premièrement, l'ordinateur quantique, à ma connaissance, il n'existe pas. Et il y a des débats sur la question de savoir s'il peut exister ou pas. Mais ce n'est pas ma spécialité. Mais c'est vrai que, par exemple, l'ordinateur quantique pourrait casser la plupart des, si je ne me trompe, casser la plupart des codes secrets dans les banques et à la CIA et des trucs comme ça. Mais de nouveau, je ne vois pas en quoi c'est la fin du monde. Il faudrait trouver un autre moyen et on trouvera un moyen quantique de sécuriser certaines données. Bien sûr, il y a des données qui deviendront publiques, ça c'est vrai. Mais Wikileaks l'a fait. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Donc, et l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est des trucs qui vont chercher des textes qui existent et qui les. Ils compilent. Oui, c'est simplement des gens qui vont dans les bibliothèques. Dans le temps, ils ont été dans les bibliothèques regarder différents livres et copier des morceaux de livres pour répondre à des questions. Et c'est ce que tout le monde, c'est d'une certaine façon ce que tout le monde fait, sauf que nous, on le fait très lentement et l'intelligence artificielle le fait très vite. Mais en quoi est-ce dangereux? Bah, évidemment, ça va supprimer. De nouveau, c'est comme les manufactures au 19e siècle, les filatures, etc. Ça va supprimer des tas d'emplois. Et en fait, pour une fois, ça va supprimer les emplois des gens qui sont contents quand on supprime des emplois des travailleurs. Parce que quand on supprime des emplois des travailleurs manuels, les gens disent on s'en fout. Mais maintenant, on va supprimer des tas d'emplois intellectuels. Parce que vous avez des questions juridiques, hop, vous soumettez ça à l'intelligence artificielle et il vous donne un texte juridique. Enfin, je connais un juriste qui m'a dit un texte juridique parfaitement correct, au point, etc., par intelligence artificielle. Des avis, disons. Donc, vous n'avez plus besoin d'avocat, enfin, besoin d'avocat ou beaucoup moins. Et donc, ça va être comme ça pour des tas de professions intellectuelles. Mais alors, il faut simplement réduire le temps de travail. Ce qu'on fait maintenant avec l'augmentation de l'âge de la retraite, etc., c'est augmenter le temps de travail. Mais augmenter le temps de travail, ce n'est pas parce qu'on a besoin que les gens travaillent, c'est parce qu'on veut payer moins les retraites, c'est tout. Bien sûr. Mais ça, de nouveau, on rentre alors dans une question sociale, qui n'est pas la question que l'intelligence artificielle est une catastrophe, qu'ils vont prendre nos pouvoirs, ils vont nous manipuler, etc. On est manipulé, mais on est par des techniques qui existaient quand il y avait la religion à l'Ancien Régime, c'était aussi de la manipulation. Hein. Ah, moi, je suis pas allé jusqu'à annoncer la fin des temps avec ça. Non, non, je parlais de changements sociétaux, justement. Vous avez évoqué les ludiques.
Non, les ludistes, qui sont justement ces Anglais qui détruisaient des machines à filer et qui s'opposaient au progrès. Et donc, si je comprends bien, vous voyez l'avènement de l'intelligence artificielle comme juste un apport technologique et une énième évolution sociétale à faire autour de ça. Oui, fondamentalement, oui. Ah ouais. Mais je ne suis pas spécialiste et je ne suis pas prévoir l'avenir. Pour l'instant, on en est au début. Mais je ne vois pas très bien pourquoi ce serait une catastrophe pour moi, disons, de demander à un avocat de me donner un avis sur une question juridique, et il me répond en 5 minutes en utilisant l'intelligence artificielle plutôt que de me répondre en 15 jours et en me faisant payer beaucoup plus. Je ne vois pas, je vois pas où est le saut qualitatif. Avant, il doit aller dans des bibliothèques ou regarder, bon, maintenant sur le web, mais mettons avant le web, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va aller dans sa bibliothèque, il doit regarder des codes, consulter ça, etc., etc. Qu'est-ce que fait l'intelligence artificielle? Elle fait ça en quelques secondes, mais c'est tout, mais elle ne fait rien d'autre. Elle ne prend pas de pouvoir sur vous. Mais non, mais évidemment, l'avocat en question n'est plus nécessaire, ça c'est vrai, ou au moins, il en faut beaucoup moins. Et ça, c'est un problème pour les avocats, ça c'est vrai. Monsieur Bricmont, je suis d'accord avec vous là-dessus, mais par exemple, je prends l'exemple du cinéma, rien que ça, et au niveau juridique, l'intelligence artificielle avec le deepfaking, avec le fait que les acteurs perdent leur droit à l'image, enfin, il y a tout un tas d'implications sociétales qui font qu'effectivement, ça va faire bouger le droit, ça va faire bouger bon, le droit à l'image, mais pas que. On voit des intelligences artificielles aujourd'hui qui exposent leurs œuvres, donc qui arrivent en tant qu'artistes. Il y a tout un tas de changements. Je parle pas de fin du monde, je parle pas de négatif, je parle de changement. Mais est-ce que la voiture n'a pas fait ça? Est-ce que le train n'a pas fait ça? Est-ce que l'avion n'a pas fait ça? Est-ce que tous les développements, moi je suis effrayé par tous les développements dans les missiles, et les missiles de croisière et les avions furtifs, etc. Tout ça, ça m'effraie beaucoup plus que la question de savoir si on peut... Bon, la question du cinéma, de nouveau, c'est très nouveau, je ne suis pas spécialiste, mais de nouveau, le problème, c'est que il faut bien comprendre qu'à chaque étape de progrès technologique, il y a des gens qui ont annoncé la catastrophe. Vous avez par exemple, vous connaissez sans doute le livre de Bernanos, La France contre les robots, je ne l'ai pas lu. Les robots. Je peux imaginer, parce que je trouve cette mentalité très, très répandue en France, particulièrement dans les intellectuels littéraires, de toujours paniquer parce que on introduit des changements technologiques. Mais je ne vois pas pourquoi, si on peut jouer sur les rapports de force sociaux, j'insiste, pas contre les technologies, mais sociaux, il y a des progrès technologiques qui seraient tellement nouveaux par rapport à la voiture, par rapport à l'avion, par rapport aux machines à laver, par rapport aux ordinateurs, parce qu'après tout, les ordinateurs, les belles ordinateurs comme celui que j'utilise, ils sont là depuis longtemps. On pouvait aussi fantasmer sur toutes sortes de problèmes. Moi, je ne vois pas pourquoi ces problèmes sont insolubles socialement si le rapport de force existe. Maintenant, on peut argumenter que les progrès technologiques, surtout dans le domaine militaire, profitent à une certaine classe de la société. Ça, c'est vrai. Mais je ne vois pas pourquoi l'intelligence artificielle serait, à part évidemment de nouveau, tous ces progrès technologiques qui servent le militaire, d'accord? Vous avez le militaire civil, par exemple, vous avez le nucléaire civil, pardon, moi je trouve que c'est une très bonne chose, mais évidemment, ça permet aussi le nucléaire militaire qui est une catastrophe absolue. Donc, les deux existent. Et le problème, c'est de faire en sorte qu'on... Mais par exemple, si je prends par exemple les mouvements écologiques, que je déteste en général, parce qu'ils sont contre la médecine, ils sont contre tous les progrès scientifiques, ils se focalisent aujourd'hui presque uniquement sur le militaire civil, sur le nucléaire civil. On ne parle plus du nucléaire militaire, parce qu'en plus, ils sont pour la plupart des verts européens, maintenant, ils sont pour envoyer des armes à longue portée sur la Russie et intensifier la guerre en Ukraine plutôt que de faire un compromis. Et ça, c'est politique. Et c'est assez typique du fait qu'ils ont répandu des rumeurs fantaisistes, à mon avis, sur le nucléaire civil pendant des décennies. Et de nouveau, c'était un exemple où on a un progrès technologique, où on nous annonce que ça va être la fin du monde. Et je pense que ce n'est pas vrai que c'est la fin du monde. Le risque de la fin du monde, il vient du nucléaire militaire sur lequel ils n'ont pratiquement plus d'intérêt parce qu'ils veulent intensifier les conflits. Alors, ça n'a pas de sens. Je voulais dire un truc rapidement, si tu me permets. Vas-y, avec plaisir. Ouais. En fait, je voulais apporter un petit complément à ce que M. Bricmont vient de dire, notamment sur le fait des rapports de force. Je crois qu'il y avait une citation de Napoléon qui explique effectivement les rapports de force, c'est-à-dire il y a la main qui donne et la main qui reçoit, et effectivement la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit,
un autre exemple en fait qui empêche entre guillemets les masses d'avoir en fait de l'information impartiale de manière générale. C'est en fait, comme le disait Upton Sinclair, vous ne pouvez pas faire comprendre quelque chose à quelqu'un quand son salaire dépend basiquement du fait qu'ils ne la comprennent pas. Et basiquement, c'est vrai que les journalistes, ils ont ce lien de subordination avec leurs employeurs qui fait que l'information telle qu'elle est donnée aux masses est filtrée et effectivement, donc on n'a pas affaire à la véritable information ou à la totalité de l'information. Et par rapport à l'IA, donc l'apport technologique, le changement technologique dont vous avez fait part, moi, basiquement, je crois que c'est pas forcément plus répandu en France qu'en Belgique. On est des pays qui nous ressemblons beaucoup, indépendamment du fait que Ouais. une bonne partie de la Belgique est francophone. C'est qu'en fait, basiquement, l'être humain, dès qu'il sort de ce qu'on appelle sa zone de confort, il y a une crainte. Et effectivement, donc, l'évolution vers l'intelligence artificielle est de nouveau une chose qui fait sortir les humains de leur zone de confort et qui crée effectivement des craintes, des interrogations. Voilà, c'était ce que je voulais apporter Oui, ça c'est vrai. Mais comme ça, apport. je n'ai rien contre le fait qu'on ait des craintes et des interrogations. Mais moi, personnellement, enfin, encore une fois, je ne vois pas de différence qualitative, c'est-à-dire autre que en matière de rapidité, entre un texte produit par intelligence artificielle et un texte produit par quelqu'un qui passerait suffisamment de temps dans les bibliothèques à chercher des textes, à les recopier et les mettre ensemble. Moi, toutes mes études, j'ai fait ce que fait l'intelligence artificielle, c'est-à-dire lire des livres, faire des exercices, apprendre des choses. Alors, l'intelligence artificielle, elle fait ça très, 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 très vite, ça c'est vrai. Mais je ne vois pas de nouveau, si vous avez une pelleteuse qui fait un trou dans le sol, je ne vois pas pourquoi c'est un drame par rapport au fait que les gens le fassent avec une pelle. Hein. Ça va plus vite, ça va mieux. Je veux dire, il y a tellement de choses, si on veut, qui, pour moi, n'introduisent aucun changement qualitatif, réellement qualitatif, tel qu'on les voit quand on parle de changements sociétaux. En soi, ça n'apporte pas de changement sociétal. Mais évidemment, encore une fois, le problème principal pour moi dans les innovations technologiques, c'est toujours le militaire. Mais les gens qui paniquent devant l'intelligence artificielle, en général, ne se préoccupent pas de ce problème, ils ne se préoccupent pas du vrai problème qui est l'usage militaire de la science. L'usage militaire de la science, ça c'est vraiment très, très, très dangereux, étant donné les rapports de force entre nations. Si vous êtes dans la bande de Gaza, je vous assure que c'est les bombes israéliennes qui vous préoccupent plus que l'intelligence artificielle. Hein, ça, je peux vous assurer. Je n'ai pas de mal à vous croire. Tout à l'heure, vous avez dit, si j'ai bien entendu, l'intelligence artificielle nous détourne des vrais problèmes, des vrais rapports de force de la société. Non, les paniques sur les progrès technologiques. Quels sont justement, quels sont les véritables rapports de force dans nos sociétés, à savoir France, Belgique? Disons tout l'Occident. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect traditionnel qui est la lutte des classes, si on veut, entre patrons et employeurs, entre patrons et employés. Et ça c'est un truc assez constant, si on veut. Sauf qu'évidemment, avec la mondialisation, qu'on appelle la mondialisation, le rapport de force est déplacé en faveur des détenteurs de capitaux parce qu'ils ont une beaucoup plus grande mobilité que les travailleurs. Et donc, ils peuvent toujours exercer une pression sur les salaires ici, soit en faisant venir des gens du tiers-monde, soit en délocalisant leurs entreprises. Ça, c'est le changement. Il y a aussi le néolibéralisme. Alors, évidemment, ça transforme, ça transfère le pouvoir du capitalisme purement industriel, qui est en fait quelque chose d'assez positif, au capitalisme financier. Ça, c'est un problème. Puis l'autre problème, évidemment, c'est qu'avec la montée en force de la Chine et des BRICS, etc., vous avez un renversement de l'ordre du monde parce qu'on a toujours eu cette idée que, par exemple, Lionel Jospin disait nous allons faire de la haute technologie et les bridés, ça veut dire les Chinois, vont faire des chemises. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'il appelait les bridés, c'est-à-dire les Chinois, ne font autre chose que des chemises. Et ça, c'est un changement dans l'ordre du monde qui bouleverse les rapports qui existent depuis des siècles, des pays dominants sur des pays dominés. Alors la réaction, comment est-ce que nous, on va s'adapter? L'Europe est dans une situation encore plus catastrophique que les États-Unis, parce que les États-Unis, avec le rôle du dollar, avec le fait qu'ils peuvent importer les cerveaux du monde entier, avec le fait que finalement leur économie est beaucoup plus dynamique, en fait, pour l'instant, d'une certaine façon, si on met de côté tous les paumés, tous les drogués, tous les problèmes sociaux, tout, etc.,
s'en sortent mieux que l'Europe, mais on va devoir s'adapter au fait qu'on n'est pas le centre du monde. Et ça, je remarque au moins idéologiquement qu'en France, c'est assez difficile à accepter. Belgique est un plus petit pays, c'est un peu plus facile, mais évidemment, c'est pas... le problème, c'est que c'est inconfortable de ne pas être le centre du monde. C'est-à-dire, c'est inconfortable de devoir acheter des produits faits à l'étranger chers, plutôt que d'acheter des produits faits à l'étranger bon marché. Parce que ce qui a dominé, si on veut, et ce qui est la vraie nature de ce qu'on peut appeler l'impérialisme, c'est ce qu'on appelait dans le temps l'échange inégal, c'est-à-dire qu'il fallait beaucoup, beaucoup plus d'heures de travail pour produire des biens dans les pays du tiers-monde, ou bien alors simplement des matières premières, en échange des produits manufacturés, industriels, produits dans les pays développés. Quand les Chinois, à une certaine époque, on voulait mettre des droits de douane sur les produits textiles chinois, et ils ont dit il nous faut faire 800 millions de chemises pour acheter un Airbus. Et là, moi, j'ai écrit plusieurs fois, et des gens ont ri de moi, j'ai dit, mais le jour où ils feront des Airbus, qui fabriquera nos chemises? Et les gens m'ont répondu, mais ils ne vont jamais faire des Airbus. Alors moi, j'ai dit, non, bien sûr, ils vont faire des Airbus avec un nom chinois. Et c'est ce qu'ils font. Et donc, c'est un renversement dans l'ordre du monde, parce que sinon, c'était très pratique. Vous faites venir vous n'avez plus de charbon, ben vous achetez du pétrole au Moyen-Orient. Vous n'avez plus de... Il y a eu du charbon en France et en Belgique, hein, mais on l'a consommé. Et alors, ou bien alors, il deviendrait prohibitivement cher. Et bon, c'est vraiment... ça c'est un changement, parce qu'il y a la façon dont le système... Quand on parle du système capitaliste, mais on oublie toujours que le système fonctionne avec, pour utiliser un mot allemand, un Hinterland gigantesque qu'on appelait le tiers-monde dans le temps, qu'on appelle maintenant le Sud global, qui permet en fait au système capitaliste ici de drainer des profits de ces pays-là et d'assurer un certain niveau de vie aux travailleurs ici qui, d'une certaine façon, maintient la paix sociale. Et parce qu'effectivement, vous pouvez importer des produits agricoles, des produits du pétrole, par exemple. Imaginons que les choses dégénèrent réellement. Les Américains ne veulent pas ça, entre parenthèses, mais imaginons que nos alliés israéliens, comme on dit, finissent par provoquer une guerre totale avec l'Iran. L'Iran a parfaitement les moyens d'arrêter tout le trafic de pétrole dans le Golfe Persique. Et alors, que deviennent nos économies? Je ne sais pas. On va fonctionner comment avec les éoliennes? Bonne chance. Hein? Et donc, ça c'est des problèmes réels dans le monde, je pense. Oui. Est-ce que vous pensez que tous les problèmes du monde tournent autour de l'économie? Non. Ce que j'ai dit ici, c'est pas qu'économique. Hein. Il y a aucune raison, mais non, il n'y a aucune raison économique, par exemple, dans la politique israélienne. C'est de la folie furieuse. Oui, si on veut, ils veulent avoir les territoires occupés, ils veulent peut-être s'étendre au-delà de ça. Mais ça n'a à l'échelle mondiale, ça a une importance économique absolument minuscule. Mais seulement, ça peut avoir des conséquences économiques extrêmement graves. Si vous prenez l'attentat de Sarajevo en 1914, bon, il y a un archiduc qui s'est fait refroidir par un nationaliste serbe. Bon, quelle importance. Mais ça a entraîné une guerre qui a tout entraîné, qui a dévasté l'Europe, qui a été la naissance du fascisme, la naissance du communisme, tout ça, ça vient de là. Et bon, au départ, c'était juste un coup de feu. Donc, je veux dire, ça peut avoir des causes. Et là, c'était une cause nationaliste, c'était pas une cause profondément, fondamentalement économique. Mais c'est ça le problème, c'est que les causes nationales et, comment dirais-je, les causes idéologiques, si on veut, religieuses, parce que, par exemple, dans l'histoire d'Israël, c'est une question purement religieuse. Et quand je dis religieuse, je ne veux pas dire du côté des musulmans, du côté des sionistes. C'est une espèce de fanatisme religieux qui s'est emparé de la société israélienne et qui veut que voilà, il soit absolument dans une position dominante et préférée. Et ça peut avoir des conséquences économiques dévastatrices pour nous. Ça, c'est vrai, ça peut. Et ça risque très fort d'en avoir. Mais non, je ne pense pas que les questions sont purement économiques. Non. Mais les deux sont couplés. Mais justement, Israël, Palestine, il y a ça, si tu as envie de démarrer le volet. Oui, non, en fait, je voulais un petit peu nuancer le propos de M. Bricmont. C'est qu'en fait, indépendamment du projet messianique sioniste, il y a également un volet énergétique dans ce que fait Israël. Notamment, en fait, il y a des champs gaziers qui ont été découverts donc vraiment face à Gaza, et pour lesquels, même si aujourd'hui la Palestine n'est pas reconnue comme un État,
s'ils pouvaient donc librement commercer, donc ils pourraient exploiter ce gaz eux-mêmes, les Gazaouis, ce à quoi effectivement les Israéliens sont intégralement opposés. Et l'Europe occidentale, pas les Européens moyens comme moi et Rayad aujourd'hui, ou vous, Monsieur Pricmont, mais l'élite effectivement qui nous dirige est alignée avec Israël, pas seulement par soumission au sionisme, mais parce qu'en fait, ils ont besoin de ce nouveau trajet énergétique qui est censé passer par le détroit Ben Gourion, et pour contrer d'autres voies énergétiques, comme par exemple la roue de développement que la Turquie est en train de mettre en place avec l'Irak. Donc d'où l'intérêt pour Israël d'élargir et d'embraser la région, qui est dans son intérêt à elle, qui n'est pas dans l'intérêt objectif d'aucune autre population. Mais voilà, donc à partir du moment où il y a un volet énergétique, il y a un volet économique dans ce que fait Israël. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut toujours compter les coûts. Si on compte, bon, il faut distinguer entre les intentions israéliennes et les nôtres. Oui, bien sûr. Oui, mais minute, parce que les Israéliens, bon, ils voient peut-être un intérêt à ce truc gazier, mais le sionisme existe avant qu'on ait découvert le gaz au large de Gaza, et il existe avant la création d'Israël. C'est réellement un projet suprémaciste, religieux, suprémaciste, lié à une idéologie juive, une interprétation de la religion juive qui est suprémaciste. Moi, je dis pas rien, je vois pas d'autre explication de ça que cette idée qu'ils ont le droit. C'est pas qu'ils voulaient trouver refuge en Palestine parce qu'ils ont trouvé refuge aux États-Unis, par exemple. Et là, il n'y a personne qui les a envoyés promener, mais ils ne voulaient pas installer un État juif aux États-Unis. Donc, énormément de juifs ont fui dans les années 30, 40, mais bon, aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils sont dans une position extrêmement confortable. On ne peut pas dire qu'ils sont persécutés. Mais ils n'ont jamais été là avec des armes en disant on va créer un État dans le New Jersey. Or, en Palestine, c'est ce qu'ils ont fait. Évidemment, ils ont été rejetés. Et c'est ça la source du conflit. Mais la volonté de créer un État là, et pas par exemple dans le New Jersey, venait de leur idéologie messianique et de leur idéologie suprémaciste. Ils n'étaient pas racistes à ce point avec les Américains, forcément. Là, ils leur demandaient gentiment de vouloir, est-ce que vous voulez bien nous admettre comme réfugiés? Les Américains, en général, ont dit oui. Et les Palestiniens ont dit oui si les Israéliens, si les Juifs étaient venus en demandant un statut de réfugié, en acceptant les lois du pays, etc. Et donc, c'est un projet messianique qui n'a rien à voir avec le gaz. Alors, le gaz, évidemment, encore une fois, s'ils font sauter tout le trafic de pétrole dans le détroit d'Ormuz et dans le golfe Persique, etc., le coût économique va être infiniment plus élevé que tout ce qu'on peut gagner. Parce qu'il faut se rendre compte que du pétrole, il y en a un peu partout dans le monde. Du gaz, du pétrole, il y en a un peu partout. Donc, partout, les gens qui veulent voir des analyses en termes économiques peuvent toujours dire « Ah, mais il y a du pétrole là, donc on a fait la guerre pour ces raisons-là. » Mais non, la guerre est entièrement due à des raisons idéologiques. Et du côté de l'Occident, il n'y a aucun intérêt à ce qu'Israël exploite le gaz au large du monde de Gaza. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Du pétrole, on peut en acheter en Russie, on peut en acheter bon marché en Russie, on s'est privé d'en acheter, soi-disant pour faire ces fonds. Encore une fois, l'irrationalité entre là-dedans. On a refusé de le faire. Ce n'est pas les Russes qui ont refusé. Les Russes, on l'a fait sauter, enfin les Américains, probablement les Américains ont fait sauter le pipeline Nord Stream. Nord Stream. Enfin, en disant c'est des Ukrainiens, mais je doute qu'ils aient fait ça tout seuls. Et donc, on s'est privé nous-mêmes, en réalité, ou les Américains l'ont fait, d'un gaz russe bon marché. Soi-disant pour s'effondrer l'économie russe. L'économie russe n'est pas effondrée, ils ont vendu leur gaz ailleurs. Maintenant, on achète du pétrole en Inde qui ne produit pas de pétrole, ou très peu, et qui en fait, nous refourgue du pétrole qu'ils achètent aux Russes. Donc, on achète du pétrole russe quand même, simplement, on l'achète plus cher à travers l'Inde. Donc, tout ça, c'est complètement irrationnel. Si vraiment on était intéressé par les calculs, si on faisait réellement un calcul économique, alors évidemment, on aurait fait l'affaire avec la Russie tout de suite, on n'aurait pas intervenu en Ukraine, etc., etc. On n'est pas intéressé par les calculs économiques parce qu'on est aveuglé par l'idéologie. Et dans le cas du soutien à Israël, c'est purement ce que j'appelle la religion de l'Holocauste, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire un mot là-dessus sans qu'on vous ressorte l'Holocauste. Et on est tous, vous évidemment encore plus que moi, mais on est tous nés après la guerre, donc on n'a rien à voir avec l'Holocauste. Je dis bien rien, on est absolument coupable de rien du tout. On n'est pas coupable de ce qu'ont fait nos ancêtres. Et on nous ressort toujours cette culpabilité collective transmissible aux descendants
qui pour moi est du pur racisme, mais qui est à l'essence même de ce qu'on appelle l'antiracisme aujourd'hui, c'est-à-dire toujours culpabiliser l'homme blanc. La version accusatoire. Quoi? C'est la version accusatoire. Ben, je ne sais pas si c'est, oui, je sais pas si c'est l'inversion, mais le fait est que nous, on n'est pas coupables et on est tout le temps accusés d'être coupables, et par conséquent de se taire, et par conséquent de ne pas dire, écoutez, Israéliens, on peut dire aux Israéliens, écoutez, vous allez vivre au Levant, ben, vivez avec les Levantins, nous, ce n'est pas nos affaires. Voilà. Débrouillez-vous avec eux. On ne livre plus d'armes. Bon. Les Américains devraient faire ça. Les Américains n'ont aucun intérêt. Ils n'ont jamais. Israël, on dit le pétrole, mais Israël n'aura jamais rapporté une goutte de pétrole. Il n'y a pas un moment où il leur a rapporté une goutte de pétrole. Et ils ont aliéné. D'ailleurs, c'était quelque chose qui était prévu dès 47-48, quand ils ont reconnu, prévu par tous les spécialistes du Moyen-Orient aux États-Unis. Ils disaient, si vous reconnaissez Israël, vous allez vous aliéner tous les pays arabes, tous les pays producteurs de pétrole, et ce n'est pas bon pour nous. Alors, ils ont réussi, par diverses manœuvres, à maintenir une certaine amitié avec l'Arabie Saoudite et les États du Golfe, mais pas avec l'Iran. L'Iran était, après tout, quand c'était dirigé par le Shah, ils étaient proches des États-Unis, et l'Irak ne l'est pas non plus, malgré l'invasion de 2003. Rien ne dit non plus que tous ces régimes qui sont hyper impopulaires dans leur population vont durer éternellement. Et donc, la politique américaine de soutien à Israël a été, d'un point de vue économique et d'un point de vue même géostratégique, mais complètement irrationnel. Ils n'ont fait que s'attirer des ennemis. Et ils arrivent avec de gros efforts à maintenir une certaine stabilité, mais ça aurait été beaucoup plus intelligent de ne jamais soutenir Israël. Ou à un moment donné, de dire à Israël, écoutez... Stop. Stop. Mais Jimmy Carter a dit Obama a dit pourquoi il ne peut pas. Nixon a dit, tous, ce qui est irritant en Europe, particulièrement dans les milieux progressistes, c'est qu'ils refusent d'écouter ce que tous ces gens ont tous dit, on ne peut rien faire à cause du lobby. Même Obama l'a expliqué. Obama a dit oui, mais il voulait faire son plan de réforme d'assurance maladie. Et il a dit l'Obamacare. Il a besoin de toutes les voix des sénateurs démocrates parce que bon, il avait une majorité très faible, etc. Et il a dit aux Israéliens, il n'a pas dit de faire la solution à 2 États, non. Il a dit arrêter les implantations dans les territoires, dans la Cisjordanie. Immédiatement, il a eu une campagne contre lui, il ne faut pas toucher à notre cher allié, etc. Parce que sinon, il ne pourrait pas faire son Obamacare. Et c'est comme ça que ça marche tout le temps. Ça a marché avec Clinton, ça a marché avec Nixon, ça a marché avec Carter. Carter était tout à fait pour faire une solution à 2 États mais c'est impossible. Ouais, je voulais de nouveau idéologie. Enfin, c'est toujours lié, c'est-à-dire que les sénateurs et congressistes ont besoin d'argent pour se faire réélire, et s'ils n'ont pas l'argent du lobby, ou s'ils ont le lobby qui donne un maximum d'argent à leur adversaire, ce qui est plutôt ce qui se passe d'habitude, alors évidemment, ils sont fichus. Ça, c'est vrai. Et parce que s'ils dénoncent en plus ce qui se passe, alors ils sont traités d'antisémites dans les médias, donc ils sont fichus une deuxième fois. C'est comme ça que ça marche. Mais c'est à la fois économique et idéologique, parce que qu'est-ce qui motive les Juifs américains, enfin certains Juifs américains, souvent très riches, à faire ça? Pourquoi est-ce que Mme Adelson donne 100 millions de dollars à Trump pour qu'il bombarde l'Iran? C'est pas pour gagner de l'argent. Hein. Elle en a 26 milliards, elle n'a pas besoin de gagner de l'argent. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est nouveau du fanatisme idéologique. Elle pense que l'Iran, c'est une menace pour Israël et pour le peuple juif, etc. Alors que s'il faisait la paix, il n'y aurait aucune menace contre rien du tout, quoi. Je voulais de nouveau apporter un petit complément à ce que vous venez de dire, parce que il se trouve que donc moi je suis turc, hein, et le sionisme est l'une de mes spécialités. Vous avez cité tout à l'heure l'attentat de Sarajevo. En fait, donc je ne remets pas en question le fait qu'Israël est un projet messianique, et sur le temps long, effectivement, on est sur du pur messianisme, mais la temporalité d'aujourd'hui, donc pourquoi c'est en octobre 2023 qu'Israël a voulu, après que Netanyahou ait présenté aux Nations Unies une carte d'Israël où Gaza n'apparaissait plus, il apparaissait comme un territoire israélien, c'est qu'effectivement au début il y a un projet messianiste qui a été dévoilé lors du premier congrès sioniste en 1897, où on voyait effectivement ce qui allait devenir plus tard le drapeau israélien, avec la bande bleue du bas qui symbolise le Nil, la bande bleue du haut qui symbolise l'Euphrate. Jusqu'à hier, les gens disaient c'est du complotisme, mais l'avocate, entre guillemets, franco-israélienne, Nili Kupfer, dont j'ai oublié le nom complet, a dit nos frontières sont du Nil à l'Euphrate,
je par sais. la force du droit, donc on va y arriver. Et à l'époque, en 1901, si vous connaissez cet épisode, Edmond Rothschild envoie son émissaire Théodore Herzl rencontrer le sultan turc Abdülhamid II pour lui proposer de racheter la Palestine en 1901, ce à quoi il refuse, parce qu'il dit, voilà, et en fait, donc, et ce que font les Rothschild, c'est qu'ils commencent le transfert de leurs fonds de l'Empire ottoman vers la couronne d'Angleterre, ce qui va effectivement vers la fameuse déclaration Balfour et vers la guerre mondiale, puisqu'en 1917, la Palestine est toujours un territoire, Oui, je sais. un territoire ottoman. Et pour terminer, avant de vous laisser la parole, Monsieur Bricmont, pardon, Edwin Montagu, qui est donc un Israélite, mais politicien anglais, donc à l'époque déjà, oui, à l'époque déjà de Balfour, met en garde contre, et toutes ces mises en garde aujourd'hui se réalisent. Oui, ça c'est vrai. Oui, mais ça, je ne conteste rien là-dedans, mais ce que j'ai voulu dire avec l'histoire de Sarajevo, c'est que de nouveau, ce que je voulais dire par là, c'est parce qu'on peut avoir un petit événement, enfin relativement petit, qui peut avoir des conséquences profondes, même si, évidemment, même si les causes profondes de la Première Guerre mondiale sont autres que l'attentat. Mais rien ne dit que sans l'attentat, la guerre aurait eu lieu, ou dans les mêmes circonstances, etc. Ça, on ne peut pas le savoir. Et je n'ai pas voulu dire autre chose à propos de l'attentat, mais ce que vous dites sur Montagu, etc., oui, je suis conscient de ça. Oui. Il y a un très bon livre qui est celui d'Alison Weir, qui s'appelle Against Arbitral Judgment, contre un meilleur jugement, qui fait toute l'histoire du mouvement sioniste, et c'est ça que je trouve que tout le monde devrait lire, c'est qu'elle montre qu'à toutes les étapes, depuis la déclaration de Balfour et le congrès de Versailles, parce que lors du congrès de Versailles, ils ont envoyé une délégation en Palestine demander l'avis des gens sur cette idée géniale de créer un foyer juif en Palestine, et évidemment, les gens étaient contre. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, voilà, non, les gens sont contre, on les a fait taire. Et ça a été comme ça aussi en 47, 48, la reconnaissance, des pressions